Imaginez un instant avoir accès au carnet de notes personnel et secret d'un grand dégustateur de vin. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer son langage, parfois un peu mystérieux, pour comprendre ce qu'il nous révèle sur les plus grands vins du monde. Alors, tout commence avec cette note. Nez presque pétrolant de pierre à silex, de fumée. Avouez que c'est déroutant. Comment est-ce qu'un vin peut bien sentir le pétrole et les cailloux? C'est la grande question, n'est-ce pas? Et pour y répondre, il faut comprendre une chose essentielle. Le langage du vin, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Alors soyons clairs tout de suite, non, personne ne met de cailloux dans le vin. Ce vocabulaire, c'est avant tout une métaphore. C'est une sorte de code partagé pour essayer de mettre des mots sur des sensations qui sont incroyablement complexes et souvent très fugaces. En fait, il faut voir ces notes moins comme une analyse scientifique que comme un carnet de voyage sensoriel. Le dégustateur ne fait pas que décrire le contenu du verre, il raconte une histoire, l'histoire du vin. Bon, pour commencer à déchiffrer ce langage, partons de la base, de ce qu'il y a de plus familier pour tout le monde, les arômes de fruits. Le fruit, c'est vraiment le point de départ de tout. Dans ce carnet, ces mots-là, on les retrouve des centaines de fois. Ça va du cassis, très profond d'un Bordeaux, à la framboise fraîche d'un vin de Loire, en passant par la poire, plus délicate, de certains vins blancs. Ok, les fruits, c'est la base. C'est compris. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on s'aventure au-delà de la corbeille de fruits. Regardez-moi ça, c'est une page du carnet qui est juste incroyable. On a, face à face, deux mondes. D'un côté, un Bordeaux classique, qui sent le cèpe, le sous-bois, le cuir, et de l'autre, un vin australien, beaucoup plus exubérant, avec de l'eucalyptus, de la vanille. C'est le terroir, le climat, le cépage qui s'expriment, deux histoires complètement différentes dans un verre. Et le lexique ne s'arrête pas là, loin de là. On entre dans un monde de nuances folles. Des arômes salés comme le bacon, des notes très terreuses comme l'humus, et même des odeurs qu'on appelle structurelles, comme le graphite ou l'encre. Chaque mot est un indice sur l'origine du vin, son âge, sa fabrication. Et puis, au milieu de tous ces termes techniques, on tombe sur cette petite note, toute simple. Ça nous rappelle une chose essentielle. Derrière le langage, le vin, ça reste une expérience humaine, un moment partagé. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé des arômes, de ce qu'on sent avec le nez. Maintenant, on passe à ce qui se passe en bouche, la texture, la structure, la sensation du vin. Et là, il y a un mot-clé absolument crucial, les tanins. Attention, ce n'est pas un goût, c'est vraiment une sensation tactile. C'est ce qui donne sa structure au vin, son squelette. Pensez à un thé noir très infusé, cette impression un peu râpeuse qui assèche la bouche, eh bien ce sont les tanins. Pour décrire cette texture, le carnet utilise toute une palette de mots. Des tanins peuvent être soyeux, comme de la soie, ou velours. Ça, c'est souvent le signe d'un très grand vin. Parfois, ils sont fondus, c'est-à-dire parfaitement intégrés. Et puis, de temps en temps, on trouve l'expression « un poil rustique ». Après l'arôme, après la texture, il y a le grand final, la persistance. On l'appelle aussi la finale, ou la longueur en bouche. Un vin qui disparaît en une seconde, on l'oublie vite. Un grand vin, lui, laisse un écho, une saveur qui s'attarde longuement. C'est l'un de ses principaux signes de qualité. Bon, maintenant qu'on a toutes les clés en main, on va assembler les pièces du puzzle. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon vin et un très grand vin, d'après ce carnet? Regardons ces trois vins avec trois notes bien différentes. On a 82, 89 et un quasi parfait 95 points. L'échelle est claire. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui justifie un tel écart? Qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres? Et la réponse, elle est là, noir sur blanc. Le vin à 82 points est décrit comme monolithique et simple, avec une finale un peu asséchante. En face, le vin à 95 points, c'est une autre dimension. Il est sublime, évolutif, ses tanins sont une caresse, et le dégustateur s'exclame « Quelle persistance !» La différence, ce n'est pas juste un arôme, c'est l'harmonie, la complexité, l'émotion. On en arrive à cette note finale, qui pour moi résume tout. Le but de ce langage, ce n'est pas juste de décrire, c'est de réussir à capturer une émotion. Parler d'un vin si profond, si complexe, qu'il pousse à la méditation. Il devient une expérience à part entière. Alors la prochaine fois qu'un verre de vin se présente, au lieu de juste se demander s'il est bon, on pourrait peut-être tendre l'oreille et essayer d'écouter ce qu'il a à raconter. Parce que la vraie question, finalement, elle est là. Quelle histoire le prochain verre nous racontera-t-il ?